aujourd'hui est journalistes et réseaux sociaux, une rupture générationnelle. Les journalistes, vous savez, sont de plus en plus nombreux à utiliser les réseaux sociaux dans le cadre de leur travail. Leur façon de le faire, la perception globale qu'ils ont de ces outils est cependant différente en fonction d'une génération à l'autre. Alors que les plus anciens semblent encore un peu réticents, les digital natifs se montrent eux beaucoup plus actifs sur les réseaux et optimistes par rapport à leur utilisation. Donc fatalement, ils font bouger les lignes. Donc on va se poser sur cet état de fait aujourd'hui, notamment avec un rapport que va nous faire Cindy Bétan sur une étude que fait Cision tous les ans sur les journalistes et les réseaux sociaux. Donc on va débattre avec nos invités sur l'évolution des pratiques de journalisme 2.0, sur les évolutions à prévoir avec l'arrivée de la nouvelle génération des journalistes. Donc je pense que ça va vous intéresser. Donc je vous ai parlé de Cindy, qu'on est encore une fois ravis d'accueillir, puisqu'on fait régulièrement des rencontres avec elle. Elle est directrice marketing et communication de Cision. Oui, bonjour. Nous recevons aussi Damien Givlet, qui est journaliste, que vous voyez le week-end sur LCI. Bonsoir. Laurent Grambert, qui est journaliste et conseil éditorial. Donc un métier qui se développe de plus en plus dans les médias. Robert Cassous, qui est responsable du Master Web à l'ESJ et qui est également directeur de la rédaction d'un site qui s'appelle Info Travel. Et Nicolas Maviel, qui est journaliste et chef d'édition au Parisien. Merci à vous tous d'être avec nous ce soir. Et Cindy, je propose qu'on commence avec toi pour que tu nous fasses un rapport sur cette étude. Et la première question qu'évidemment j'ai envie de te poser, c'est que font les journalistes sur les réseaux sociaux ? Bonsoir à tous. Alors effectivement, ça fait maintenant 4 ans que tous les ans, Cision sort un rapport mondial en fait sur l'utilisation des réseaux sociaux par les journalistes. On s'est penché, en tout cas moi, sur les journalistes français particulièrement, et ça fera peut-être l'objet d'un autre débat, mais on a des vraies particularités, ce qui n'étonne personne, j'imagine, par rapport aux journalistes dans le monde. En tout cas, une chose est sûre, c'est que encore cette année, le nombre de journalistes présents sur les réseaux sociaux a augmenté. On atteint 94% qui les utilisent dans le cadre de leur travail. Je ne vous parle pas de ce qu'ils font hors travail. La moyenne, en gros, c'est 2 heures par jour quand même. Mais on a une population, plus de 15%, qui les utilise plus de 5 heures par jour. Donc quelque chose qui est prégnant dans leur métier. Et ça, je laisserai les professionnels en parler. Et qu'est-ce qu'ils font ? Alors, d'après l'étude, la raison première pour laquelle ils utilisent les réseaux sociaux, de loin, c'est pour promouvoir leurs propres articles. Donc ça, nous, en tant que communicants, on n'a pas forcément trop notre place là-dedans, mais il y a même des questions derrière ça. Pourquoi une telle promotion de leurs articles ? Ensuite, ça va être pour faire de la veille. Donc, ils s'épient beaucoup entre eux, entre les médias. Et aussi et bien pour voir l'actualité. C'est une pratique aux Parisiens peut-être. Comme tout le monde, on regarde ce que font les confrères, mais tout le monde a des bonnes idées. Donc de la veille, aussi pour voir s'il y a des choses qui arrivent comme ça, des actualités qui pointent le bout de leur nez. Et puis la dernière, ça va être les RP, le contact, le réseau, les contacts avec les attachés de presse, ça fait gagner du temps apparemment. Donc on a ces trois raisons d'utiliser les réseaux sociaux, mais encore une fois, promouvoir ces articles est loin devant les autres. Voilà. Alors, messieurs les journalistes, vous vous retrouvez dans cette étude ? Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai qu'en tant que journaliste, en tant que conseil éditorial, on est dépendant des réseaux sociaux sur 3 volets. C'est vrai que le sourcing, c'est très important. Donc évidemment, il faut faire attention à tout ce qui est fake news et informations alternatives. Mais les sources sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est essentiel pour construire de l'information. Évidemment, les réseaux sociaux, c'est un outil de promotion avec toutes les plateformes qu'on a, comme Facebook, Instagram, Twitter. Mais c'est vrai que, et ça c'est très intéressant, c'est que les réseaux sociaux, c'est un terrain d'expression journalistique nouveau. Aujourd'hui, il y a des marques fortes, elles sont présentes ce soir, LCI, Le Parisien et d'autres. Et elles peuvent s'exprimer et se détacher totalement de leur support d'origine, que ce soit le papier ou le site web. Et aujourd'hui, tout se passe sur les plateformes.
Et les marques et les journalistes vivent sur les plateformes, et les journalistes deviennent leurs propres médias, ils produisent leur propre contenu et ils s'expriment sur les plateformes. Voilà. Et on peut le voir par exemple sur Instagram. Instagram, c'est vraiment le réseau qui est en train de monter en flèche aujourd'hui, qui appartient à Facebook. C'est 800 millions d'utilisateurs. Et on voit par exemple des marques très fortes comme le New York Times. Il y a des journalistes qui vont décrypter une photo presque pendant des heures. Je prends l'exemple de ce qui se passe avec les Rohingyas qui fuient la Birmanie. Vous avez des très très belles photos avec des filtres magnifiques et une écriture journalistique qui est vraiment somptueuse et qui est très bien ciselée, qui décrypte chaque pixel de la photo. Et ça, c'est vraiment une expérience totalement différente. Et c'est prégnant sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Cindy. Et voilà, donc plein de choses se passent sur les réseaux sociaux. Alors moi je vais juste peut-être apporter une vision qui est légèrement différente. Moi, je suis présent sur Twitter, Facebook, Instagram depuis peu parce que justement, effectivement, c'est un réseau social qui monte, mais je m'en sers pas forcément comme un outil de promotion personnelle, mais comme un outil de promotion du journal dans lequel je travaille, pour mettre en valeur les articles que font mes collaborateurs, que font l'équipe, et surtout pour aller piocher des contacts, que ce soit sur du fait divers, de la société, de l'information économique éventuellement. Ça aide à voir des tendances monter et à trouver des gens. Et hormis Facebook, Twitter ou Instagram, il y a LinkedIn qui est très très bien aussi et dont je me sers aussi pour faire la promotion de ce qu'on fait, chez nous pour le coup aux Parisiens. Et comme ça, moi j'ai énormément d'informations qui remontent et des gens qui me contactent via ce biais-là et qui servent après à nourrir peut-être des reportages futurs et ainsi de suite. Donc pour moi, vraiment, c'est pas la promotion d'une personne, mais plutôt, j'allais dire, maintenant le mot est assez à la mode, d'une marque, parce qu'on travaille aujourd'hui tous pour une marque. Les journaux ou les TD sont devenus des marques et c'est vraiment quelque chose d'important pour promouvoir cette marque et récupérer des infos. Par contre, effectivement, attention, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais sur les sources, le vérifier, parce que c'est très bien, mais il faut y aller prudemment et surtout pas s'enflammer dès qu'on voit quelque chose. Vas-y, Ah bon, d'accord. Okay. Alors, concernant les journalistes, pourquoi ils sont présents d'une façon générale sur les réseaux sociaux? La première chose, c'est que actuellement, et puis on l'a vu avec pas mal d'événements, ça a commencé en fait avec la révolution en Tunisie, on a vu après en Égypte, on a vu le poids des réseaux sociaux et le fait qu'on avait de l'information, beaucoup d'informations, des images, du son, etc. Bien avant en fait que l'AFP, donc on a 2 heures minimum d'avance sur l'AFP. Donc là, on a compris, les journalistes ont compris qu'ils gagnaient beaucoup de temps par rapport à ça. Et ils étaient capables de faire un papier avant, évidemment, que les dépêches arrivent. C'est très important, puisqu'en fait, la façon, on est quand même un petit peu lié à Google maintenant, et donc le système de l'information mondiale maintenant fait qu'on est obligé, si on n'est pas le premier, on prend le risque de ne pas du tout être vu, ou d'être mis dans le flot de l'ensemble des informations qui arrivent sans discontinuer. Donc ça, c'est très important. Donc voilà pourquoi les journalistes sont dessus. La deuxième chose, puisqu'on parle de génération, c'est qu'il y a quand même une petite différence entre l'utilisation en fait, des journalistes en poste, par exemple, comme moi, j'ai passé 25 ans à l'Obs, écrit avec une culture papier, on va dire, et donc avec un sens de l'information un peu différent, une écriture aussi différente. Le fait de la promotion, ce que vous disiez tout à l'heure des articles, ça par contre, ça commence à devenir important, mais surtout, justement, sur les jeunes générations qui, eux, en fait, sont notés, entre guillemets, par leur capacité d'engagement de communauté. Donc en gros, vous écrivez un papier, il faut qu'il soit vu au maximum. On parle, en fait, vous êtes votre propre community manager, dans la mesure où celui qui est community manager du journal, il fait un deuxième boulot. Votre papier, c'est vous qui devez le mettre sur les réseaux sociaux. Quand on voit que ça commence à marcher, le community manager va le pousser encore davantage, il rechange les titres. On est capable de rejouer 3 fois dans la même journée un papier qui marche bien.
On va juste rechanger les titres, rechanger peut-être la photo, mais le texte, il va être bien. Donc du coup, ça repointe au même endroit. Voilà comment en fait des papiers peuvent être vus des centaines de milliers de fois par jour dessus. Après, l'outil en fait Internet permet également de faire de la veille et de la curation, mais mondiale. Là, on n'est pas limité à notre problème parisien, français, européen. On est, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous avez tout à l'heure cité les Rohingyas, on peut, évidemment, malheureusement, ils ne sont pas, eux, en train de tweeter, je ne suis pas certain qu'ils aient de portable, mais pour ce qui est de la presse qui est en local là-bas, il y a beaucoup de possibilités en fait, d'échanger, d'avoir des informations. Et ça, c'est nouveau, et ça a complètement déstabilisé l'ensemble des médias qui, eux, avaient besoin de recul, de temporiser, de sourcer, de faire tout ça. Et ce temps-là n'existe plus. Donc maintenant, il faut la capacité d'analyse et de ne pas tomber dans le piège des fake news, c'est vraiment réduite. Et ça arrive parfois à des dérives, si on ne maîtrise pas bien l'information, ou on n'est pas sûr de soi, on ne publie pas. Mais ça s'est vraiment extrêmement réduit par rapport à ça. Donc, alors le problème qui se passe pour les jeunes maintenant, c'est comment on gère ça. C'est-à-dire que les jeunes maintenant, potentiellement, celui qui gère les États-Unis, il n'est plus forcément correspondant aux États-Unis. Alors ça, c'est encore en télé, ça marche. Mais pour la presse et tout ça, qui n'ont plus vraiment beaucoup d'argent, vous êtes correspondant aux États-Unis, mais vous lisez toute la presse, vous regardez tous les sites d'ici, vous regardez la télé, etc. Du coup, s'il se passe quelque chose à 3h du matin là-bas, vous devez avoir potentiellement un papier de prêt à 5h. Alors que normalement vous avez fini votre boulot comme tout le monde à 20h en France dans votre rédaction. Voilà un peu le problème d'hygiène mentale, le petit souci qui va se poser. À part le fait d'être journaliste, je suis également au SNJ et je vois arriver maintenant des jeunes qui sont un peu paumés, qui ne savent pas à quelle heure du jour ou de la nuit ils doivent bosser, quelle est leur mission exacte. Voilà, et c'est un petit peu problématique. Ben bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Pardon. Est-ce qu'on peut vivre sans les réseaux sociaux ? Moi, je vis sans les réseaux sociaux. Au risque de vous décevoir, c'est peut-être une question de génération. Je suis peut-être un dinosaure, mais surtout, c'est peut-être aussi parce qu'en travaillant à la télé et en étant présentateur, paradoxalement, j'ai pas le temps. C'est-à-dire qu'il faut que j'écrive les journaux toutes les heures, plus les plateaux avec les invités entre les deux. Je suis abreuvé en permanence par l'AFP, par les EVN, par les rédacteurs en chef qui m'abreuvent d'infos et par les... Alors les EVN, c'est les images internationales qui arrivent en permanence et généralement, quand on parle par exemple des États-Unis, on a avant les images, avant ce qui se passe, de savoir même ce que c'est. Et donc, je dois agréger déjà tout ça pour les présenter quasi en temps réel à l'antenne. Donc, regarder les réseaux sociaux, j'ai pas le temps. Et d'autres, à la limite, vont le faire pour moi, même si je parle en mon nom personnel, parce qu'on a LCI.fr, qui est très important pour la marque LCI, et qui est un autre boulot que la télé. Maintenant, je vois une chose quand même, c'est que depuis 1 an, je trouve que l'AFP est très en retrait sur beaucoup d'infos. En retrait ou en retard ? En retard, en retrait, ce que tu veux, mais ils sont plus ce que c'était. Et que par moment, quand on a à faire un papier vite en temps réel, c'est vrai qu'on le trouve plus vite sur Google que sur l'outil de recherche AFP parce que ils sont pas au courant. C'est ça. Voilà. Alors, sauf que là se pose effectivement la question des sources et des fake news. Oui, alors moi je ne prends que des infos déjà gérées par mes confrères existants, si vous voulez. Mais sinon, si c'est pas encore géré, ça va être la rédaction de mon chef qui va me dire il y a ça, ou un correspondant qui va me dire ça vient de canarder dans telle université aux États-Unis, machin, qui va me le donner en temps réel. Et maintenant, j'ajoute que je n'ai pas de Facebook personnel, que je n'ai pas de Twitter personnel, mais que je reste un des seuls, peut-être y compris dans ma chaîne, parce que ça m'intéresse moyennement, que c'est idiot de dire ça, mais les journées ne font que 24 heures et que je n'y prends pas goût personnellement. Voilà. Alors, en un tour de table, je pense que chacun a justement pointé les ruptures générationnelles qu'ont pu faire apparaître l'étude. Isabelle m'avait dit tu tiendras le rôle du vieux con. Eh ben, c'est joli. Non mais alors,
par exemple, sur la dépendance aux réseaux sociaux, les journalistes devaient répondre je ne pourrai plus me passer des réseaux sociaux pour exercer mon métier, oui ou non. Les plus seniors sont quand même 51% à dire oui, donc il y a quand même une majorité de journalistes qui ne pourraient plus s'en passer, même les seniors. Quand on demande aux juniors, moins de 30 ans, on est sur 85%. Donc il y a vraiment là un gros gap entre les générations. Alors, moi, j'ai jamais fait d'études de journalisme, je ne suis pas journaliste. J'imagine que ça commence à l'école. Enfin, voilà, j'imagine qu'on leur apprend à faire du journalisme de cette façon-là. Ensuite, il y a eu les réseaux sociaux. Donc, l'étude demande, bon, vous êtes sur les réseaux sociaux, lesquels Facebook, Twitter, LinkedIn, le trio de tête. Et alors, le réseau social où on voit le clivage jeune-senior, c'est Instagram. Où là, il va y avoir que 24% chez les plus seniors, là où ils sont à 62% chez les plus jeunes. C'est très fonction aussi du secteur, hein, dans la mode, quand c'est plus visuel, ça fonctionne mieux. Donc voilà, donc vous avez déjà fait apparaître... C'est votre cas, bien mis à part, bien sûr, mais est-ce que c'est votre cas tous les trois et sur lesquels vous avez le plus? Moi, je sais que j'aime bien aller sur Twitter, justement, voir les top trends et voir, ça donne presque les titres d'un JT, parce qu'on voit les sujets vraiment prégnants chaque jour. Et puis, oui, voir Instagram. Mais Instagram, c'est plus de l'information qu'on va choper à la volée en fonction du flux, parce qu'il y a aussi un point qui est très important par rapport à notre conversation, c'est les algorithmes qui prennent le pas sur... les directeurs, sur les rédacs chefs, sur ceux qui vont conduire l'information et définir les priorités en termes de titrage. C'est qu'aujourd'hui, les algorithmes, c'est-à-dire les langages informatiques, vont définir qu'est-ce qui est important en fonction de la consommation des internautes, des utilisateurs, et vont faire ressortir, rejaillir les sujets les plus importants. Et ça ne va pas être forcément les sujets les plus intéressants pour les journalistes, mais c'est des sujets qui vont être pertinents pour les utilisateurs, pour les internautes. Et il y a un truc qui est assez marrant, c'est quand il y a eu le Brexit en juin 2016, il y a un sujet qui est sorti à la fois sur Google Trends et sur Twitter, c'était « What is EU ?» Qu'est-ce que l'Union européenne? Et en fait, ça montrait que les gens qui ont voté pour ou contre le Brexit ne savaient même pas ce que c'était que l'Union européenne. Et donc les journalistes ont compris que finalement le peuple, entre guillemets, n'était pas suffisamment éduqué, ne comprenait pas ce qu'il avait fait. Et donc il y a eu beaucoup de sujets par la suite qui sont... apparu pour expliquer avec une notion pédagogique qu'est-ce que l'Union européenne, quelles sont les incidences de la sortie de l'Angleterre, voilà, trop tard. Et voilà. Nicolas? Alors, moi au Parisien, donc là on est un peu dans les générations, effectivement la jeune génération qui sort de l'EIJ, de l'IPJ ou n'importe quelle école, ils sont formés à tous les réseaux sociaux, et moi je le vois, un jeune qui a aujourd'hui entre 24 ans et 28-30 ans, sa première source d'infos, ça va être Facebook, Twitter. Ils vont s'abonner à tous les flux d'infos des élus locaux ou des élus nationaux, et ils vont regarder ce qui se passe. Et tout doucement, on s'aperçoit, moi j'ai 45 ans, que les gens de ma génération, ils viennent aussi de plus en plus, et qu'il y a des gens qui vraiment s'approprient ces réseaux, que ce soit Twitter et Facebook. Alors ils n'y vont pas spontanément le matin, mais au fil de la journée, quand ils ont une info, alors ils vérifient avec des sources classiques comme on a pu tous le faire, que ce soit la police, les pompiers, un élu, que ce soit un élu local ou national. Mais ils vont voir aussi ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et ça aide à recouper les informations. Et les gens qui sont de ma génération ou de la génération supérieure commencent vraiment à s'approprier la chose et à vraiment trouver de l'info et de l'intérêt sur ces réseaux. Et puis après, on travaille tous pour des marques maintenant, comme on dit, que ce soit celle du Parisien. On est quand même là, certes pour vendre de l'info, mais aussi pour vendre un journal, une radio, une télé, avoir des auditeurs, des lecteurs ou des téléspectateurs. Et il faut aussi trouver ce qui intéresse les gens, et c'est aussi, il faut faire attention à pas justement trop aller vers les tendances qui peuvent être des tendances, je vais pas dire d'information pas sérieuse, mais peut-être des fois un peu trop légère, et garder aussi le rôle d'information et éducatif que le journaliste doit avoir. Donc il y a un équilibre qui est nouveau
je pense dans toutes les rédactions, il y a une petite période de flottement, je ne sais pas chez vous, mais il y a une période de flottement, des fois on ne sait pas, l'information marche bien sur le web ou sur l'appli smartphone ou sur Twitter, c'est beaucoup tweeté. Alors, est-ce qu'il faut monter dessus parce que c'est quelque chose d'important, ou se dire juste, bah voilà, c'était un fait anecdotique qui a bien marché, mais finalement ça ne mérite pas plus qu'un feuillet, 2 feuillets, et on ne va pas forcément grossir l'information là-dessus. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver. Et ce qui est terrible, par exemple, chez nous, on s'aperçoit que les articles qui marchent le mieux sont maintenant les articles qui sont référencés sur Apple News. Aujourd'hui, quand vous faites un papier, donc il est repris sur Twitter, enfin chez nous, mais j'imagine partout, sur Facebook et donc sur Twitter. Et en fonction du nombre de lectures du papier, de retweets et de commentaires du papier, il va arriver à se positionner sur Apple News. Et là, il y a 4 infos qui changent plus ou moins au fil de la journée. Et dès que ce papier-là est référencé sur Apple News, ça explose. Bon, le Parisien aujourd'hui est numéro 1 sur Apple News, enfin pour le mois de novembre. On a juste repris la tête devant le monde. Mais voilà, ça se joue là-dessus aujourd'hui. Et il faut trouver l'équilibre entre ce que doit être une rédaction d'information et d'éducation, voilà, et l'équilibre entre il faut bien vivre, il faut bien générer des revenus. Et donc il y a un équilibre qui est un peu nouveau à trouver, et je pense que c'est l'un des enjeux des prochaines années pour tout le monde. Globalement, est-ce que vous diriez que ces réseaux sociaux sont une valeur ajoutée pour le journalisme et le métier de journaliste, ou est-ce qu'il y a beaucoup plus de risques avec les fake news, encore je reviens là-dessus, avec un appauvrissement de la qualité de l'information, parce qu'on va sur les tendances plutôt que à partir du moment où le journaliste est bien formé, j'allais dire, où effectivement il n'est pas là c'est pas un community manager qui va reprendre, voilà. À partir du moment où il a appris à vérifier ses sources, le journaliste il a un encadrant au-dessus, un rédacteur encore au-dessus, voilà. Je pense que c'est pas un danger, au contraire, c'est une bonne source d'information. Et on parlait tout à l'heure de l'AFP qui était en retard. Voilà, nous aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on sort. La dépêche tombe après parce que justement on a été alerté sur un réseau social et on a vu l'info, on l'a vérifié en appelant nos sources et nos contacts et on peut le sortir rapidement. Et je pense, voilà, ça dépend avant tout de la qualité du journaliste et du cœur qu'il met à son travail. Voilà, toute information, demain un politique nous appelle, on ne va pas prendre pour argent comptant ce qu'il nous dit. Avant de reprendre l'info, il y a un travail de vérification et c'est la base du métier. Et le réseau social est là pour nous apporter de temps en temps un petit aiguillage. On se dit tiens, il se passe peut-être ça, on va peut-être vérifier. Typiquement pour le Parisien, je vais revenir sur des faits qui sont un peu tragiques. Le 13 novembre, on a sorti une édition spéciale le samedi à 13h. On a trouvé beaucoup de témoignages de blessés, de victimes ou de riverains. Via les réseaux sociaux, on a pu entrer en contact avec eux, on a pu aller les rencontrer, on a pu les appeler grâce aux réseaux sociaux. Alors que le périmètre était bouclé, qu'on ne pouvait pas accéder. Voilà, donc c'est aussi une vraie source de travail. Mais voilà, derrière, il ne faut pas oublier quand même qu'on est journaliste et que vérifier l'information, c'est juste la base avant de penser à autre chose. Justement, je vais rebondir là-dessus. Comment on fait pour vérifier tout ça? Alors déjà, on est sur 2 plans quand on est sur les réseaux sociaux. Il y a les gens qui nous suivent. Donc ça peut être... c'est une bonne partie. C'est donc l'intérêt, c'est l'engagement de la communauté, ce que je disais tout à l'heure. Mais il y a aussi les gens que nous suivons. Et donc ceux-là, souvent, en fait, on s'arrange. Et donc je rebondis ce que vous aviez dit. D'abord, on s'arrange pour, dans les domaines précis, d'avoir des experts au maximum. Il y a des gens reconnus, des sociologues qui passent régulièrement à la télé, tout ça. Ceux-là, quand ils ont des choses, on s'appuie aussi sur eux. Parfois, on va aussi leur demander des petites choses pour savoir si l'info qu'on a est la bonne, si c'est pas n'importe quoi. Donc on a quand même aussi notre réseau d'experts. Et ça, pour le coup, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit avant avec le carnet d'adresses, ça change rien au métier de journaliste. Ça reste quand même de l'information sur des critères totalement objectifs qui sont la validation des choses faites par des experts, des gens qui ont entre guillemets le savoir sur telle ou telle question. Donc ça, c'est vraiment important. Parmi les choses qui sont dites, on parlait, donc, alors, moi je suis à l'ESJ, je vais vous donner juste une anecdote. Il y a encore un an, dans les cours qu'on donnait, il y avait des choses sur Periscope. Par exemple, on parlait de Periscope. Là maintenant, c'est fini, c'est hors sujet. Periscope est mort de sa belle mort.
On parle beaucoup d'Instagram pour une raison simple. Outre le fait que ça appartient à Facebook, il y a aussi le fait que nos amis de Snapchat sont en train de, là aussi, un peu descendre, et que c'est Instagram qui est en train de prendre le pas. Pourquoi? C'est très simple. Tous les réseaux sociaux qui ne faisaient par exemple que de la messagerie se sont mis à faire de la vidéo. Ensuite, ils se sont mis à faire de la photo. Ensuite, ils se sont mis à faire ça. Donc, peu importe l'angle avec lequel ils arrivent, Instagram, c'était de la photo, mais Instagram fait de la vidéo. Enfin, Instagram peut faire du live. Facebook fait du live et tout ça. Donc, au final, ils portent tous des noms différents, ok, sauf qu'ils font exactement la même chose. Donc là, on va sûrement à terme voir les choses qui d'eux-mêmes, puisqu'ils se rachètent entre eux, etc., voir un petit peu ce qui va se passer, d'où l'intérêt, effectivement, de suivre ce type d'évolution. Mais vraiment, pour information, les choses sont en train de bouger environ tous les 6 mois. Le rythme est vraiment très soutenu sur les changements. Je vous ai parlé de Periscope, mais il y a plein d'autres sujets qui sont en train d'arriver, d'autres messageries qu'on ne connaît d'ailleurs peut-être toujours pas là à l'heure actuelle, mais qui sont en train de monter. Et donc ça, c'est vraiment important. Donc les jeunes qui sont formés maintenant dans les écoles, oui, un bon tiers de leur formation vient sur l'utilisation des sources sur les réseaux sociaux, mais sourcer quand c'est aller à la pêche en pleine mer avec les mains, c'est compliqué, quoi. Donc on leur apprend la méthodologie, enfin tout un tas de choses, mais pour autant, ça reste quand même quelque chose de risqué. Je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur les fake news, mais ça c'est très très important. C'est même le gros danger des journalistes. Qu'est-ce qui fait la différence maintenant entre un journaliste et un blogueur? Un blogueur qui est suivi par 200 000 personnes et un bon journaliste, mais qui n'est pas trop sur les réseaux, et lui qui est suivi par personne dessus, mais qui fait son boulot. Le blogueur, potentiellement pour des marques, notamment par exemple sur les blogueuses de mode, de luxe, il préfère avoir ces jeunes-là que d'avoir les journalistes du magazine Elle et tout ça. D'abord parce qu'ils ne coûtent rien, on leur file un sac ou un rouge à lèvres, elles font très bien le job. Et de l'autre côté, vous allez avoir la journaliste qui va dire « Ah oui, non, mais j'ai pas le temps d'aller à votre conférence de presse et tout ça, envoyez-moi les trucs. » Et puis vous voyez le hall, enfin, comme je l'ai vu plein de fois à l'Obs et ailleurs, les halls qui sont remplis de cadeaux, qui arrivent de tous les trucs, surtout dans cette période. Et vous voyez, c'est très très compliqué. Donc pour garder son métier de journaliste, il faut vraiment maintenant à la fois faire très attention aux informations qu'on va chercher ou qu'on donne sur les réseaux sociaux, et aussi protéger quelque part son environnement en faisant en sorte que les papiers qu'on publie aient quand même une vie sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment important. Sinon, on laisse la place aux blogueurs. Alors après, c'est un choix. Et Damien, tu l'as très bien expliqué. Évidemment, quand on est présentateur et tout ça, c'est aux autres de faire l'info. Oui, vous êtes t'es un peu en bout de chaîne pour donner le truc. Mais c'est vrai que pendant même que tu donnes l'info, il peut y en arriver 2 autres. Mais alors justement, moi ce que je veux dire, c'est que par-delà les réseaux sociaux, quand il y a une info qui va sortir, il y a une espèce de bruissement dans une rédaction qui n'est pas forcément les réseaux sociaux. Moi je vois par exemple TF1, LCI, il y a des dizaines et des dizaines de journalistes, il y a toujours un correspondant qui va appeler, qu'il soit de province ou à l'étranger, il y a un spécialiste police-justice ou people qui va appeler, et tout de suite, il va y avoir quelque chose. Et là, il y a 2-3 personnes qui vont se mettre dessus pour vérifier, évidemment. Malheureusement, il y a 10 jours, il y avait une rumeur de mort de Johnny Hallyday. Immédiatement, ça a été vérifié. C'était faux. C'était quelques jours avant. Bon, par exemple. Je ne sais pas si un blogueur a les moyens de vérifier ça, parce que ça veut dire que dans ces cas-là, on appelle vraiment la personne qui va savoir ou ne pas savoir, mais on va en appeler une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Donc, immédiatement, il y a quelque chose qui se met en place et qui n'est pas forcément issu des réseaux sociaux, mais de tout un tas de sources d'infos qui correspondent, qui corroborent ou pas, et qu'on va vérifier. Est-ce qu'à ce stade de la discussion, vous avez des questions? Alors, oui. Merci de te présenter juste pour... Oui. Alain Samfelowski, ex-rédacteur en chef adjoint à TF1, au service reportage. Moi, je suis abasourdi par la course effrénée pour être le premier. Et après, on est tellement abreuvé qu'on n'en peut plus. Bon, moi, j'ai gardé mes habitudes, de radio le matin, un journal télévisé, 2 le soir, encore de la radio avant de m'endormir. Bon, je suis un peu spécial. Mais là, pourquoi être le premier, quoi? On me l'a bien un peu expliqué, parce que si vous êtes le premier, c'est vous qui restez en tête de liste, et puis
Et c'est vous qui êtes sur l'Apple. Mais vite, vérifiez un petit peu plus les informations. Combien de fois, moi-même, en voiture, tout en conduisant, j'ai appelé les pompiers, la mairie, le conseiller général, le départemental maintenant, pardon. Voilà, je ne comprends pas qu'on balance tout de suite. On balance. Alors, tout le monde, tout le monde. Si je peux apporter encore un chiffre justement, et je pense qu'on n'a peut-être pas encore assez parlé du sujet. Dans le sondage, il y a quand même 61% des journalistes qui disaient que les réseaux sociaux dégradaient certaines valeurs du journalisme, et notamment la course à l'info, la course à l'audience et l'objectivité. Et quand vous disiez que ça tenait aux journalistes que d'être un bon journaliste et de parler des sujets qui sont intéressants et pas forcément ceux qui font le buzz, est-ce qu'il n'y a pas quand même dans les rédactions une certaine pression du chiffre ? Est-ce que c'est pas finalement... on peut être attiré par les sirènes de l'Apple News, du coup, si ça fait beaucoup de lecteurs. Il n'y a pas de politique comme ça de médias qui disent à ces journalistes bon, tu as écrit 1, 2, 3 papiers très intéressants mais qui n'intéressent pas. Donc maintenant, essaye de faire du plus... Alors après, pour le Parisien, en tout cas, moi, j'y suis quand même depuis 18 ans. On n'a jamais eu cette pression-là, en fait. D'accord. Alors certes, après, les données ont un peu changé ces dernières années avec l'émergence des télés et de l'info en continu, parce que pendant longtemps, il y avait la radio d'un côté, les JT de 13 et 20 heures et la presse écrite de l'autre. Donc chacun avait un peu son écosystème et venait piocher un peu chacun chez les uns, chez les autres pour faire son travail. Aujourd'hui, aux Parisiens, que ce soit LCI ou une autre chaîne d'infos en continu, sort une info que nous on n'a pas sortie, oui, forcément on regarde et on se dit tiens, qu'est-ce que nous on va faire derrière ? Est-ce qu'on peut avoir mieux, plus, voilà. Mais ce qui est normal, on est quand même dans une économie de marché, donc il y a un moment, nous aux Parisiens, aujourd'hui on appartient au groupe LVMH, on a appartenu longtemps au groupe Amaury. Il y a un moment, on est une société privée, il faut quand même, on est 300 journalistes. Il faut bien quand même qu'à un moment, le salaire il tombe à la fin du mois. Donc, et pour ça, il faut faire un journal le meilleur possible. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, il faut trouver l'équilibre entre ce qui peut intéresser son lectorat. On a tous un lectorat ou des auditeurs différents. Mais après, on a aussi le rôle éducatif dont je parlais. Donc voilà, c'est toujours un équilibre qui est vraiment très difficile et très délicat à trouver entre s'enflammer pour une info. Nous aujourd'hui aux Parisiens, les journalistes sont formés, voilà. À partir du moment où l'info est vérifiée, on peut envoyer une première alerte sur le web en donnant l'information. On y revient effectivement 2 heures plus tard parce qu'on a eu encore plus d'infos et on la développe. Et dans le papier le lendemain, elle sera encore non pas différente mais enrichie, justement parce que au fil de la journée, le journaliste aura eu le temps d'avoir un expert en ceci, un témoin en cela, et c'est comme ça qu'on arrive à construire après une information vérifiée, sûre et en tout cas j'espère aux Parisiens de qualité. Nous en télé, si je puis dire, on a 2 choses. D'une part, on n'a pas d'audience en temps réel. Donc les sites, par exemple, LCI.fr a une audience en temps réel et voit les papiers qui marchent le plus et donc les met en avant. Nous, l'audience, elle est le lendemain, à chaque fois. Donc c'est différent. Mais bon, ça, c'est une chose. Et par ailleurs, on ne va pas prendre le risque... il y a différents... L'audience de TF1 n'est pas la même que celle d'LCI. Bon, déjà, la hiérarchie de l'info ne va pas être la même. Et c'est vrai qu'on se colle à la culotte, c'est-à-dire qu'on a des écrans divisés en 4 avec BFM, CNews, LCI et France Télé, et on regarde en temps réel ce qui se fait en permanence. Ça, c'est vrai aussi. Ça a toujours existé. Et pour ceux qui zappent, on voit que c'est les mêmes sujets, au même moment. Ouais.
Pendant le JT de TF1, quand j'étais allé sur le plateau, je me rappelle, il y a toujours un écran de contrôle sur ce que fait France 2 en temps réel. Et surtout quand est-ce qu'ils rendent. Ouais. Parce qu'il faut toujours que TF1 rende après. Voilà, c'est ça. Pour balancer la pub après, avant que quand on zappe. Voilà. Vas-y. Ouais, je vais juste revenir sur ce qui s'est dit et puis votre réflexion aussi. La pression, elle est double et c'est quand même un peu vrai d'une façon générale. La première, je vous l'ai donnée tout à l'heure, c'est celle de Google qui fait qu'effectivement, c'est les algorithmes, ça a été expliqué tout à l'heure, qui font que, voilà, si vous voulez pas être le dernier, en fait, il n'y a que les premiers, la primo leader. Ça fonctionne comme ça. Ça, c'est les algorithmes, c'est Google qui fait que vous êtes sur l'Apple, sur les Facebook, que vous remontez en premier sur les recherches Google, Alert, sur Google News, etc. Voilà, vous êtes le premier à avoir donné l'information. En gros, vous êtes récompensé pour ça, ce qui est complètement délirant, puisqu'en fait, le premier article en question, parfois, et évidemment, c'est le plus incomplet dans la mesure où on n'a pas pris le temps de tout bien vérifier. Le troisième article est peut-être le meilleur, sauf que comme c'est le premier qui tombe sur votre fil d'information, sur vos portables, sur tout ça, c'est celui-là que vous avez. Et une fois que vous avez l'information, que vous avez vu en gros ce qui s'est passé, soit le sujet vous intéresse et vous allez creuser, éventuellement vous allez chercher d'autres informations sur d'autres médias qui vous plaisent, soit c'est bon, vous avez l'information, terminé. Ok, parfois c'est Combini ou je sais pas, Topito qui vont donner une information avant TF1, avant LCI, avant l'Obs, avant Challenge, avant Le Parisien. Ça c'est la première chose. La première pression, elle est vraiment au niveau du média et de l'audience. Mais la deuxième, le silo, il est juste à côté, donc ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la pression, l'autre pression, elle vient en fait de la publicité. Si vous êtes premier, vous avez plus d'audience. Si vous avez plus d'audience, le coût au 1000 va être ajouté, etc. C'est ça l'autre pression qui est à l'autre côté. Donc, effectivement, les journalistes, et c'est vrai pour le Parisien, ça, je le sais, mais c'est pas vrai dans toutes les rédactions, et notamment sur les news, qu'on peut rien à faire dans les médias. Moi, j'ai passé 25 ans à l'Obs. Le temps de lecture, on avait les quotidiens, et puis en fin de semaine, vous aviez l'analyse avec le recul sur des magazines qui revenaient sur le sujet, qui donc permettaient d'avoir, entre guillemets, la distance nécessaire, l'approfondissement, par exemple, d'une enquête, avec des experts et tout ça, ce qu'avait pas le temps de faire un quotidien, par exemple. Mais ça ne sert plus à rien. Les réseaux sociaux le font très bien, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez un sujet, vous balancez l'information, et avec un peu de chance, vous avez déjà 2 heures d'avance sur l'AFP. D'accord ? On continue. 4 heures après, vous avez plus d'informations parce que vos gars ont bossé, vos journalistes commencent à aller chercher sur le terrain plus d'informations. Ah, on a eu un expert, tiens, on a l'élu, le mec qui est concerné, puis on a peut-être un témoin oculaire. On enrichit, et on enrichit encore le lendemain. On a vraiment le format. Le format de ce que faisaient les news, ça ne sert plus à rien, les news. C'est eux qui ont la pression maintenant, et du coup, ils tombent dans le piège de vouloir absolument quand même essayer de continuer d'exister, etc. C'est la course à l'audience, c'est vraiment ça. Parce que vos annonceurs, ils n'achètent plus de pubs dans votre canard, ça se saurait. Et donc, on se dit, on a cru bêtement que tout ce qu'on allait perdre sur le print, on allait le récupérer sur le web. Voilà, clairement, on s'est dit ça. Sauf que, ok, d'accord, on récupère, on va prendre le VMH, et on prend un client d'une autre maison. Ils prenaient de la pub, ils prenaient les 4e de couve, ils prenaient vraiment beaucoup de choses dessus. Là maintenant, sur le web, ils vont sortir un parfum, ils vont vous prendre que sur la home. Alors déjà, ils vont dire, les autres pages, ça ne m'intéresse pas, je veux que la home, je veux être vu au maximum. Parce qu'eux, ils font... Mais le prix d'une page qui était par exemple à 20 000 €, je vous dis même pas n'importe quoi, c'était à peu près le prix avant d'une 4e de couve. Maintenant, votre petit encart qui va durer 3 semaines et qui va être vu, mais vraiment 50 fois plus que votre magazine, puisqu'il n'y a que vos lecteurs qui y avaient accès, hein. Ça va coûter 1 500 €, allez, 3 000 €, soyons gentils. Vous voyez le décalage? Donc de toute façon, proportionnellement, les journalistes sont payés avec le même salaire à la fin du mois, sauf qu'il y a un trou qui est absolument énorme. Donc on utilise maintenant les jeunes journalistes qui viennent dessus, et puis en gros, beaucoup de rédactions. D'ailleurs, si vous regardez, alors pour Scission, parmi ses spécialités, il y a Gorgana qui fait toutes les annonces pour journalistes. Si vous regardez, on ne cherche que des stagiaires maintenant. On ne cherche plus un journaliste, ça n'existe pas. Et puis c'est honteux. On cherche que des stagiaires.
Parce que voilà, on annonce la couleur comme quoi c'est sûr on va pas les garder, mais par contre on va leur dire ok, tu t'occupes du service politique, alors il y a une élection là, donc c'est jour et nuit. S'il y a un truc qui s'est passé à 2h du matin, si vous ne me l'avez pas donné, comment le Parisien l'a sorti et pas nous? C'est ça en fait, c'est cette course-là. Et on ne met pas la pression, c'est encore pire parce que c'est perfide. On a des cas maintenant où des jeunes, je vous l'ai dit, en termes d'hygiène mentale, tout ça, ils sont limite au burn-out, ils ont 25 ans. Parce qu'ils ne comprennent pas. On leur dit, ben, toi tu t'occupes des... Parce que je reprends l'exemple de tout à l'heure, tu t'occupes des États-Unis, ok, mais le gars il est à Paris, donc c'est-à-dire qu'il ne dort pas, il fait quoi? Il dort la journée? Ben non, il est à la rédac la journée, il fait ses papiers. Et la nuit, en fait, il est censé regarder les infos. S'il se passe quelque chose dans un attentat, n'importe quoi, le mec qui est en charge, qui est de permanence là, il est obligé de savoir. Donc c'est pas, il n'y a pas un réveil qui vous dit, bah tiens, il se passe quelque chose. Donc si, on a des alertes maintenant sur l'iPhone et vous pouvez être réveillé 3 fois par nuit. Les RH à l'intérieur des rédactions vous expliquent, quand vous êtes journaliste, que c'est quand même bien que vous suiviez, enfin, vous allez vous donner à fond, puis après ça ira mieux, vous allez passer rédaction, vous serez installé, puis d'autres le feront à votre place. Le fait de chercher la nuit, de passer les week-ends hein, aussi. Vous savez, il y a des permanences maintenant le week-end sur tous les journaux. Avant, ça n'existait pas. Vous finissiez le vendredi, puis voilà, il y en a qui est arrivé pour les quotidiens, évidemment, c'est différent, hein, parce que c'est en permanence, mais c'est des flux avec des équipes qui tournent, qui ne sont pas toujours de permanence, etc. Sur le web, si vous vous occupez d'un service, bah alors vous gérez le service, et puis s'il n'y a rien le week-end, bah tant pis pour vous, quoi. Donc on vous met des tops, les RH font des tops en disant tel journaliste a écrit que 4 papiers, mais ces papiers, ils ont cartonné, il a fait 200 000 vues à chaque fois, donc il est à 800 000 à la fin du mois. Vous êtes un laborieux, vous avez écrit 40 papiers, mais en fait, comme vous disiez tout à l'heure, le sujet, il est intéressant, mais il n'a pas pris. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas le premier, par exemple, à donner l'information. Comme vous étiez en 20e, bah, votre papier il a été dilué à travers tout ce qu'il y a. Et du coup, bah, votre ranking à l'intérieur des journalistes descend. Donc la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'entre les nouvelles générations et on va dire les plus anciennes, qui ont quand même une bonne conscience des choses, ça se fait assez naturellement. En fait, il faut un peu de temps d'adaptation, mais les jeunes ont compris aussi qu'il fallait pas forcément écrire qu'en texto, que le journaliste était aussi... même s'il faut aller vite, il y a quand même besoin d'informations et les 5 W, on doit absolument les avoir. Ils doivent quand même essayer de gérer ça. Donc je pense qu'on va revenir à des choses plus pondérées dans quelques temps. Parce que vous-même, je suis à peu près sûr que vous en avez ras-le-bol de recevoir 20 fois la même info, la même information, mais via des réseaux différents. Vous allez sur votre Facebook, vous retombez sur un truc... alors Johnny, bon, évidemment, c'était un truc planétaire, quoi, que tout le monde ne savait pas. Il y a quand même des petites choses. Donc, c'est en train, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est en train de se réguler, mais c'est vrai qu'il va falloir au niveau... de l'hygiène, on va avoir un petit problème avec les jeunes journalistes qui sont dans le dur actuellement. Moi j'ai une chose différente à dire aussi, c'est que par exemple pour la télévision, ce qui coûte cher, c'est la vidéo. C'est-à-dire de faire de la vidéo. Ça coûte très cher. Et de nombreux médias reprennent des images de télévision, qu'elles soient figées, en images arrêtées ou pas. Et ça, pour nous, c'est un marché primordial, celui qui a la première image. Je vous donne un exemple, le drame de Saint-Féliu d'Aval. J'imagine que sur Twitter, Facebook, il y a eu des images. Mais aller là-bas et attendre une image qui bouge, qui soit avec une interview, je ne sais pas, du proc ou des flics ou des machins, etc., ça demande un investissement considérable. Et ça, pour l'heure, seuls les télés le font encore, et pas Internet. Avec une grande différence depuis 3-4 ans maintenant, c'est que les transmissions coûtent plus cher. C'est qu'avant, pour transmettre une image, il fallait avoir une boîte, il y en avait une dans chaque ville, ou bien SNG, un camion satellite, etc. Maintenant, on a ce qu'on appelle les AVIWest, une espèce de super téléphone portable qui transmettent l'image en temps réel. Et ça a abreuvé l'image x20 par rapport à il y a 2-3 ans quand ça n'existait pas. Maintenant, vous voyez un JRI, un caméraman qui part, il a juste un petit sac à dos dans le dos, il transmet en même temps. Ce qui n'était pas possible il y a quelques années. D'autres questions? Alors, il n'y a pas que des journalistes dans la salle, il y a aussi des communicants.
qui, de la même manière que vous êtes un petit peu en recherche pour savoir quelle est la meilleure manière de faire votre travail, eux aussi, et ils sont souvent un peu perturbés par votre manière d'appréhender l'information qu'on vous envoie aujourd'hui. Donc, quel est selon vous, pour eux, le meilleur moyen de vous toucher et de vous passer l'information, ce qui est quand même leur métier, compte tenu de cet environnement qui est en pleine évolution? Alors moi je parle pour ma part, comme d'habitude. Moi, aux Parisiens, en moyenne, je reçois 400 mails par jour. C'est la moyenne. Dans les 400 mails par jour que j'ai, j'en ai peut-être 200 d'agences de com, en général, qui vont me vendre un déjeuner de presse, un déjeuner, un dîner de presse, le lancement d'un produit X ou Y. Si déjà l'objet du mail ne m'attire pas l'œil tout de suite, je le mets à la poubelle. Voilà, enfin comme ça c'est clair. Alors dans le lot, je mets des choses à la poubelle que je devrais peut-être pas. Mais une journée, comme il disait, c'est 24 heures. Que ce soit un journal télévisé ou un journal papier, il faut le faire. Et voilà. Donc moi, j'ai souvent des attachés de presse qui me rappellent derrière en me disant « Bonjour, est-ce que vous avez bien reçu mon communiqué ?» 9 fois sur 10, je dis écoutez, déjà expliquez-moi ce que c'était. Et si après je note un intérêt, je dis « Écoutez, dans les 5 minutes qui suivent, vous me renvoyez le mail. » Parce que dans les 5 minutes, il y en a plein qui vont retomber. Et je lui dis, n'hésitez pas à mettre suite à notre conversation téléphonique. Parce que comme ça, au moins, même si c'est dans les 5 ou 10 minutes, je vais me dire, ah oui, c'est vrai, c'est la personne que je viens d'avoir au téléphone, je vais le regarder. Et dans ce cas-là, après, voilà, je le lis et je lui dis, non, écoutez, voilà, je ne suis pas intéressé. Au contraire, oui, je suis intéressé. Mais c'est, voilà, on reçoit tous, j'imagine, une telle quantité d'informations qu'à un moment, voilà, et le communicant, des fois, est plus dans la recherche. Il vend plus une publicité pour sa marque qu'un intérêt pour le lecteur derrière. Donc voilà, moi, il n'y a pas de choses que je refuse parce que j'estime que c'est plus de la pub et dans ce cas-là, ils achètent une page de pub. Et est-ce que les réseaux sociaux peuvent justement être un nouveau canal parce que le mail, c'est un petit peu surchargé justement et qu'on passe à la trappe. Est-ce que ça peut être une façon? Et Nicolas Marviel, est-ce que vous avez vu cette info ou est-ce que ça vous aimez pas trop? Si, moi, notamment sur Twitter ou Facebook, où je vais voir mes notifications, je regarde si effectivement il y a un intérêt, que ce soit sur LinkedIn ou Facebook ou Twitter, je regarde. Là, pour le coup, je regarde. Après, ça change pas le fond. Si c'est pas intéressant, c'est pas intéressant, ça voilà, j'entends bien. Exactement. Mais peut-être une manière de faire passer. Mais après, voilà, je garde une importance aussi du contact téléphonique, au moins du contact téléphonique, du premier contact. Donc il y a des communicants ici, et moi il y a une chose que je ne supporte pas, c'est qu'une attachée de presse ou un attaché de presse quelconque m'appelle pour la première fois, me dit « Salut Nicolas, tu vas bien ?» Cela dit, j'ai remarqué qu'on reçoit des mails comme ça maintenant. Chère Isabelle, cher Nicolas. Et alors moi, je suis peut-être un peu vieux jeu, peut-être, voilà. C'est bonjour madame, bonjour monsieur, on se connaît, on se connaît pas, voilà. Donc, alors, je suis un peu formel, mais j'aime bien discuter avec la personne, elle m'explique, j'essaye de voir si éventuellement je note un intérêt, s'il n'y a pas moyen de trouver un angle dans ce qu'elle me propose qui peut effectivement être intéressant, qui n'est pas forcément celui à laquelle il ou elle avait pensé, mais voilà, au moins on peut discuter, il y a un échange, mais voilà, il faut remettre l'humain au centre du système. Voilà, les réseaux sociaux, c'est bien. Ça aide éventuellement à créer un petit lien au départ. Mais voilà, le contact, auditif est quand même important. Après, voilà, de temps en temps, effectivement, il y a un mail qui passe, on voit que c'est important. Et voilà, mais on peut pas tous, on reçoit une telle quantité d'informations sur les réseaux sociaux et par mail qu'on on va à l'essentiel. Alors pardon, mais il y a quand même dans l'étude un truc qui ressort incroyablement, mais après vous faites exception, c'est que moi j'ai l'impression que les journalistes, s'il y a une chose qu'ils détestent, c'est le coup de téléphone, est-ce que vous avez reçu mon CP?
Enfin, en tout Parce cas... que cette question-là, elle est insupportable. Ouais, je pense qu'il peut peut-être changer la phrase. Excuse-moi, c'est la question est insupportable. Voilà. C'est bien. Voilà. On en a déjà parlé, je crois. Ouais, Voilà. tu l'aimes particulièrement pas. Je pense insupportable. il y a quelque chose en fait dessus, et ça a fait l'objet d'ailleurs d'une petite conférence il y a quelques temps. Je pense que déjà, le fait que les journalistes reçoivent vraiment énormément, donc 80%, ne sert absolument à rien, parce qu'on n'est pas concerné, on n'est même pas concerné par l'affaire. Donc déjà, la première chose, eh bien, on l'a déjà identifié comme problème, c'est le fait de... je sais pas, un journaliste immobilier, on n'est pas obligé de lui envoyer le dernier rouge à lèvres ou le dernier... Vous voyez ce que je veux dire, pour savoir en disant est-ce que vous avez reçu le communiqué, parce qu'on a accroché un journaliste d'une rédaction. Il faut peut-être se renseigner déjà pour savoir ce qu'il fait, si ça correspond à nos besoins, enfin, ce qu'on est censé envoyer. Alors je comprends que des fois on a du mal à rentrer, ou que la personne qui s'occupe réellement de ça répond pas, mais c'est pas parce que vous allez aller taper tous les autres que ça va être mieux. Donc c'est super compliqué. Alors déjà, faire le tri. Et je dirais, c'est comme l'information, trop d'informations, c'est un peu un problème, et ça dévalorise aussi le métier d'attaché de presse. On dit, mais c'est un flux discontinu d'informations qui ne sert à rien, et on finit par être un peu retors par rapport à ça. Et donc du coup on voit tel truc, et puis on marque dans spam, comme ça la prochaine fois que ça arrive, ce sera rangé. Donc c'est un peu compliqué. Donc déjà, je pense que plus que jamais, justement parce qu'il y a les réseaux sociaux, peut-être identifier ce que fait le journaliste, voir son environnement, sur quoi il bosse, d'une façon générale, s'il est spécialisé. Parce que c'est vrai qu'on peut aussi être généraliste, dans ce cas-là, je comprends, mais s'il est spécialisé, c'est de ne pas lui mettre des trucs qui n'ont rien à voir. Pour ce qui est des réseaux sociaux, comment en fait on travaille dans une rédaction généralement, je sais pas vous, mais ça se voit partout, on a un double écran. Il y en a un qui est TweetDeck en fait, qui permet de suivre en temps réel les réseaux sociaux, et l'autre c'est celui où vous êtes en train de bosser. Vous êtes en train de bosser, vous avez un œil sur l'écran d'à côté qui vous dit tiens, il y a un truc qui vient de tomber là, alors on se penche un peu plus, puis on commence à voir l'information. Si ça nous intéresse, on sait qu'on est bon, et qu'on a vraiment un temps d'avance. Parce que vous ne pouvez pas être en train de faire, puis toutes les 2 minutes, faire une petite alerte pour dire « alors je vais voir ce qui se passe ». Ben non. Donc du coup, on a un double écran maintenant, et qui permet de voir ça. Donc c'est une mécanique très très... qui peut être un peu anxiogène comme ça, mais finalement on s'y fait très bien. Et ça permet vraiment, là pour le coup, réellement d'avoir de l'information dès qu'elle arrive. Elle peut arriver du bout du monde, on l'a tout de suite. Et chaque journaliste fait ça, ou est-ce qu'il y a des nouveaux métiers de une personne depuis les réseaux sociaux, voilà, comment ça se passe? Après, au Parisien, on a donc une rédaction web qui, eux, pour le coup, vont suivre en direct. C'est même pas 2 écrans, c'est 3 écrans. Il y a l'écran sur lequel ils vont taper. Il y a l'écran Twitter, réseau social, et il y a l'écran chaîne d'information continue. Ah oui, c'est vrai. Pour avoir le spectre le plus large possible. Mais après, le journaliste normal de la rédac, il a ses réseaux sociaux, il a les réseaux sociaux d'un côté, l'ordi de l'autre, il travaille, et ça suffit. Moi, je suis comme toi, j'ai 400 mails par jour. Je travaille le week-end, quand j'arrive, ma boîte mail est déjà saturée. Ah ouais. Donc je vide tout. Voilà. Désolé pour les communicants. C'est le deuxième qui fait ça. Je ne les regarde pas. Et en plus, il n'y a pas de réseaux sociaux dans ce cas-là. Donc il n'y a pas de. Les trucs importants, je ne les ai pas. Mais c'est un choix, parce que de toute façon, encore une fois, les journées. Il faut envoyer un pigeon voyageur, comme ça pas le temps. Et par ailleurs, je lisais la semaine dernière un des fondateurs de Facebook qui a dit faites gaffe, parce que Facebook. Il ne veut pas que ses enfants soient inscrits sur Facebook. C'est pas bon pour la santé, ça vous pique tellement de cerveau disponible, comme disait un ancien PDG de TF1, que. Non, c'est trop dangereux. Ça détruit le lien social. C'est quand même assez paradoxal. L'un des fondateurs de Facebook qui dit ça. Et donc il a 2 enfants, il ne veut pas qu'ils soient inscrits sur Facebook parce que c'est du délire. D'où l'intérêt de continuer à aller sur le terrain, de poser des questions, de toute façon. ou pour les communicants, de téléphoner, qu'il y ait encore de l'humain. Un journaliste, c'est quoi? C'est pas les réseaux sociaux, c'est avoir des contacts. Et ça se nourrit comment? En allant prendre un café avec un flic le matin, en allant déjeuner le midi avec un élu, quel qu'il soit, maire d'arrondissement, maire d'une ville, voilà. Ça change pas, le soir, pareil, quand on sort, éventuellement, si on sait que dans tel ou tel café, il y a des gens qui passent et qui discutent, c'est aller prendre son petit verre là-bas le soir en partant entre collègues pour discuter.
Voilà, l'humain doit rester important, et vraiment les réseaux sociaux, pour moi, c'est un complément qui vient, une alerte ou un complément qui vient en plus du travail de base du journaliste. Et il s'est passé quelque chose il y a peu de temps. Le New York Times a publié une charte des réseaux sociaux rappelant à l'ordre ces journalistes. Je ne sais pas si vous avez vu ça, justement sur l'utilisation qu'ils en font, soit à titre, comme on disait tout à l'heure, pour valoriser leur papier, soit pour aller chercher des sources. Est-ce que vous pensez qu'il faut museler les journalistes sur les réseaux sociaux ? Tout dépend comment, donc là il y a des journalistes, tout dépend comment les journalistes identifient pour moi son compte. Moi aujourd'hui je suis identifié Nicolas Maviel, Le Parisien, donc 99% des choses que je mets, c'est des choses qui ont rapport avec mon métier. Ou si par exemple, hier je suis allé voir une expo au Petit Palais, j'ai trouvé l'expo sympa, je l'ai publié aussi dessus, mais ça reste neutre. Voilà. Et dans ce cas-là, moi je m'en contente de choses, je donne pas mon avis personnel. Parce que c'est l'une des critiques d'ailleurs, c'est la subjectivité qui circule. Voilà. Après, il y a d'autres journalistes qui, alors parce qu'ils ont un nom connu, ils mettent mes comptes personnels. Et c'est là aussi toute l'ambiguïté, parce qu'on peut suivre une bonne plume ou quelqu'un de la télé parce que c'est quelqu'un d'important, il met compte personnel. Et dans ce cas-là, l'équilibre est très délicat, parce que on va avoir tendance à dire c'est Dupont, Martin ou Durand de TF1, de France 2, du Parisien ou d'ailleurs, et donc je vais le suivre parce que c'est un bon journaliste, je l'aime bien, mais il publie des choses personnelles. Donc son avis peut être aussi pas forcément neutre, c'est un avis, donc c'est forcément personnel, et voilà. Donc moi, je pense que les chartes, à partir du moment où on s'identifie comme journaliste au Parisien, à LCI ou ailleurs, on doit conserver une certaine distance et une ligne par rapport à ça. Alors, il y a quelque chose de drôle là-dedans, d'ailleurs on en a parlé tout à l'heure, c'est quand on est journaliste, quelle que soit la rédaction dans laquelle on se trouve, il faut vraiment distinguer son compte pro de son compte personnel. Et pour ne pas l'avoir fait, certains ont eu des petits soucis. Exemple, un jeune journaliste est embauché dans une grande rédaction, mais avant, en fait, c'était avec les copains, les soirées arrosées, etc. Puis après, il arrive dans un média très connu, et puis comme il est déjà suivi par 300 personnes, on va dire, il se dit que ce compte-là, il est mieux que de recommencer un à zéro, où il est suivi absolument par personne. D'autant que lui, comme il est jeune, il a compris ce que la RH lui a dit en disant « Mais tu sais, tu seras bien noté, plus tu auras d'audience sur tes réseaux sociaux, plus tu seras considéré. » Puisque sur un lecteur d'un magazine, on ne le savait pas avant, on avait les audiences du magazine ou de la chaîne, mais pas de la personne ou de tel autre. Donc du coup, il y avait ça. Et donc il garde son compte là-dessus, et puis un jour il fait un papier sociétal en fait sur les comportements, les abus dans les soirées, etc. Sauf qu'en fait, tout ce qu'il avait avant, son fond de truc, c'était que les sorties avec les copains et tout ça. Donc ça, il s'est fait chambrer gentiment par d'autres journalistes d'ailleurs, qui ont juste ressorti simplement une des photos qu'il avait en mode beuverie, et qui lui ont dit « Il est bien ton papier ». Voilà. Tout est dit, et le gars, il est un peu cassé. Donc il faut vraiment distinguer ça. Ça, évidemment, c'est le b.a.-ba qu'on apprend, qu'on donne aux jeunes journalistes. Surtout, ne pas mélanger les comptes, ne pas faire n'importe quoi. Et à partir du moment où vous portez la parole d'un journal, c'est ce que vous avez très bien dit, quelle que soit la rédaction, vous vous êtes engagé. C'est pour ça qu'ils ont fait une charte également. Et je pense que ce type de charte va arriver un peu dans toutes les rédactions, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi en dehors du boulot, sous prétexte que c'est votre nom associé à la marque pour laquelle vous bossez. Là, il faut vraiment faire attention. Et je pense que c'est ça, c'est tous les abus qu'il y a eu. Vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire que pour des exemples personnels, vous mettez sur votre compte personnel, puis d'un seul coup, vous dites, bon, voilà, moi j'ai mis ça sur le papier, mais à titre personnel, je pense pas vraiment ça. Ou des avis politiques, ou des choses qui vont bouger, qui vont faire que, alors déjà, qu'on est soupçonné de pas toujours être hyper clean dans la durée, là, je peux vous dire que si on a trop de ça, c'est l'ensemble du métier qui plonge. Parce qu'on ne peut pas dire tout et son contraire dessus. Donc il y a quand même, c'est de la déontologie tout simplement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de journalistes qui mettent dans leur statut
Twitter, mes tweets n'engagent que moi. Il y en a beaucoup qui font ça justement. Oui, mais ça change rien. Hein. Mais je pense que c'est un peu faux en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je m'appelle Dupont, je suis le roi du 20h, mais ça n'engage que moi. Voilà. Et qu'on est le roi du 20h Je suis président, mais ça n'engage ou rédacteur que moi. en chef d'un journal quelconque, ça n'engage que moi. Mais je suis. J'ai mis quand même que je suis rédacteur en chef de. Voilà. Si à partir du moment où vous avez mis ça, vous êtes en faute, ça marche plus. Voilà. Ouais, c'est clair. On a atteint l'heure fatidique. Une dernière question? Moi j'ai une petite question. Claude Dijon, je suis journaliste indépendante, je travaille dans la presse locale et la presse épaisse. Moi ce qui me gêne un peu par rapport aux réseaux sociaux et au site internet des médias, c'est comment est-ce qu'on fait le lien entre les jeunes notamment, qui vont s'informer uniquement sur Facebook et qui ne vont jamais sur le site internet du média concerné. Ouais. Bah alors, je peux dire juste un petit truc dessus. Et oui, c'est tellement vrai que nos amis de Facebook ont compris la manœuvre et ont créé Instant Article qui vient voir notamment les rédactions et explique en fait en disant bah écoutez, on vous garantit d'avoir 50% de vues supplémentaires, mais vos articles, vous les mettez pas sur votre site, vous les mettez directement sur la page Facebook. Du coup, quand vous avez, comme sur Google, signé ou vous avez un compte Facebook ou sur Google, dans les petits corps, alors c'est écrit en petit, hein, mais vous donnez tout, images, vidéos, c'est à eux. Donc vous ne pouvez plus après le retirer, vous ne pouvez pas vous plaindre de quoi que ce soit. Donc ça c'est un vrai problème dessus. Donc oui, ça pose un problème pour les jeunes dessus par rapport à Facebook, mais bon. Après, pour le Parisien, par exemple, certains articles sont remontés sur Facebook, mis en avant sur Facebook parce que le sujet est intéressant ou concerne beaucoup de monde. Et en fait, on se sert aussi de Facebook pour attirer les gens après vers le papier, parce que le papier, ça reste le cœur du métier, ou la télé pour d'autres, mais voilà, c'est une passerelle entre les deux. Et aujourd'hui, on est obligé de communiquer aussi bien sur le papier que d'être présent sur Facebook. Et je parle pour le Parisien, je crois de mémoire, la moyenne d'âge de notre lectorat est de 48 ans. Voilà, c'est très jeune, on va dire. Voilà, mais aujourd'hui, si on veut capter, on va dire, les 18-30 ans, il faut qu'on soit aussi présent sur Facebook parce que ça soit dans le métro le matin, que ça soit dans le train de banlieue ou dans le train de province, le 18-30 ans, il fait quoi quand il a le temps? Il va sur Facebook, il regarde les alertes des journaux auxquels il est abonné ou sur Twitter. Voilà, c'est un moyen aussi de capter comme ça une population qui a moins l'habitude que les journalistes qui lisent de la presse ou qui regardent la télé, que les communicants d'ouvrir un journal. C'est un moyen de les ramener un peu vers nous et de leur dire les réseaux sociaux c'est bien aussi, mais regardez ce que nous journalistes on est capable de faire aussi. En venant un peu les taquiner sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pas un peu... Vous avez des études là-dessus? Est-ce que vous savez que les gens qui vous ont vu sur Facebook vont ensuite aller voir le print? Alors, sur le print, pas forcément, mais l'étape d'après, c'est le web. C'est le site, c'est l'édition numérique. Voilà. Et un chiffre tout bête au Parisien, hein, aujourd'hui, donc on est quand même un journal papier, mais 82% des lecteurs du Parisien sont des lecteurs numériques. C'est juste énorme. Et effectivement, le numérique, pas dire que ça coûte rien, mais il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'impression. Voilà, ça reste un produit. Voilà. Donc, si on veut capter ces gens et les amener un jour vers le papier, on est obligé d'en passer par les réseaux sociaux, parce que j'imagine que certains d'entre vous ont des enfants. Voilà, aujourd'hui, ils vont voir l'alerte qui va tomber sur le smartphone en disant attentat à tel endroit, ou telle chanteuse est à Paris, ou tel cavalier vient de remporter un CSO, je sais pas où. Ils vont pas aller plus loin. Mais justement, aller les chercher sur les réseaux sociaux et compagnie nous permet aussi
de tout doucement les rapatrier vers le... C'est pas si doucement que ça et c'est pas si un peu que ça, parce que moi je discutais avec un grand média national qui me disait que Facebook, alors il y en a peut-être qui ne vont pas sur le site web, mais ça leur ramenait près de 40% de leur trafic du site web global. Donc c'est... aux Parisiens, c'est entre 20 et 25% du trafic sur le web vient des réseaux sociaux en fait. Voilà, donc c'est pas anodin. Ah non, c'est pas anodin, mais il faut... 20-25% en moyenne sur un an, 20-25% du trafic qu'il y a sur notre site web, c'est des gens qui ont vu les posts sur Facebook ou Twitter et qui viennent après chercher plus d'infos ou autre chose sur le site web. Robert. Oui, Robert Chaïd, Média Liberty, je suis correspondant d'une chaîne de télé à Paris, avant pour une chaîne aux États-Unis. Et j'ai remarqué depuis 1 ou 2 ans, je voyais par exemple à 6h30 quand j'écoutais France Info, radio, il y avait certains sujets que je me disais, qu'est-ce qu'il fait un lundi ou un mercredi. Et petit à petit, j'ai appris et deviné tout ce qui est dans le contenu de Parisien, c'est-à-dire à 6h30, un sujet un peu abandonné, des médicaments, des retraités. Et quand je descendais d'acheter le journal à 8h du matin, je voyais Parisien lu à France Info. Alors maintenant que j'ai toujours le cas, à 23h, je peux deviner beaucoup de mes collègues qu'est-ce qu'ils vont écrire demain. Et là, AFP, par exemple, ce que souvent on a beaucoup d'estime des valeurs, il est quelque part tombé dans le piège de médias même, puisque avant qu'il écrive, vous avez raconté. Alors ça, je vais pas répondre pour mes camarades de jeu. Moi, je vais répondre que le Parisien reste la référence dans les confs du matin. C'est vrai. Ça a toujours été. C'est l'ADN en fait du journalisme français. Le Parisien était le conducteur du 13h. Voilà, et nous-mêmes, on n'a plus les journaux papier, mais sur e-press, etc. Mais aussi des tendances sociétales émergentes. Souvent, ça vient d'études faites par le Parisien, c'est clair. Alors ça sera peut-être l'objet d'une autre conférence, parce que moi, je me suis toujours interrogé en me disant, mais pourquoi on pompe chez nous? Voilà. Mais pourquoi les autres rédactions, on n'est pas plus intelligent qu'ailleurs? Et je me dis, mais pourquoi les autres, voilà. Vous avez des journalistes de terrain, vous faites encore du terrain. Ah oui, mais enfin c'est le... Et au BFM aussi, à un moment donné, il faisait ce que vous faites dans le journal. Il envoyait beaucoup de correspondance sur... Je trouve le portrait qui est fait des réseaux sociaux soit un petit peu dégressif et je trouve que c'est pas analysé vraiment à sa juste valeur. En tout cas, pour la génération de 18-30 ans dont vous parlez, je trouve que les marques, les médias traditionnels utilisent les réseaux sociaux et Facebook en particulier uniquement, comme vous avez dit, comme un vecteur de transfert vers le site web et a fortiori vers l'édition papier. Je trouve ça dommage. Je trouve que c'est pas vraiment l'utilisation que la jeune génération attend. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion sur le contenu éditorial et sur les innovations éditoriales qui peuvent être faites. On voit des marques, des nouveaux médias, alors c'est essentiellement des pure players comme Combini, Brut, qui fonctionnent très bien chez la génération Y et pour les digital natives, et qui ont vraiment eu une approche éditoriale complètement différente et qui ne voient pas le média social comme générateur de transfert, mais comme le support de l'information. Est-ce que vous, c'est une réflexion, une approche que vous avez au sein de vos rédactions? Et pour vous répondre, je pense que comment on peut attirer cette génération-là, il ne faut pas se buter à vouloir l'attirer vers son site web ou vers le papier, mais peut-être lui apporter un contenu éditorial adapté au vecteur de communication que les réseaux sociaux. Alors pour le coup, enfin voilà, en tout cas, moi je pars pour l'édition de Paris du Parisien, enfin du Journal de Paris, et de manière générale au Parisien. L'écriture est légèrement différente pour le web, par exemple, et c'est pas la même pour le print. Oui, on est sur du digital. Donc exactement. Et après, on essaye justement via les réseaux sociaux, parce que sur le print, comme en télé, on est limité. Enfin, sur le print, c'est par un espace, et à la télé, c'est par une durée, un temps.
Voilà, le réseau social sert aussi, par exemple, bientôt, donc il y aura le Nouvel An. Sur les Champs-Élysées, comme tous les ans, il y aura plein de monde et tout ce qui va bien autour de ça. Voilà, le lendemain, il y aura, ils ont fêté le Nouvel An sur les Champs-Élysées, youpi, on est en 2018. Voilà, le réseau social permet aussi de mettre davantage de photos, d'avoir éventuellement un peu de vidéos de Dédé, Martin ou Agnès contents qui nous racontent, voilà, on est venu, on a ouvert le champagne, enfin voilà. On essaye vraiment aussi justement d'avoir un complément et par des contenus spécifiques, comme de la vidéo, vous parliez de Brut, voilà, on met justement des contenus vidéo, on fait des Facebook Live par exemple. Oui, de plus en plus. Voilà, on fait de plus en plus de Facebook Live, on a des artistes parisiens qui viennent se produire, faire 4-5 chansons. Voilà, c'est aussi un moyen d'attirer effectivement un autre public et de leur montrer que certes on est peut-être une presse ancienne parce qu'on a du papier, mais on sait aussi s'adapter aux nouveaux outils et susciter chez eux l'intérêt. Les radios le font très bien ça. Je trouve qu'elles utilisent les réseaux sociaux avec l'ensemble des palettes des outils digitaux. Je trouve que la presse écrite traditionnelle a encore un petit peu plus de mal peut-être par cette intention de vouloir attirer vers le papier. En fait, aux États-Unis, il y a des aussi, vous disiez, plus il y a du trafic, plus ça fait du bénéfice financier. Il y a ça aussi, chose qu'il n'y a pas forcément chez, chez Combini, mais il n'y a pas derrière la vente de... Voilà. Disons qu'il faut trouver l'équilibre. Aujourd'hui, très clairement, le Parisien ne pourrait pas exister que sur le web. On a besoin du papier. Et quasiment tous les journaux qui ont fait l'expérience d'abandonner le papier pour être qu'une marque digitale se sont plantés. Les gens ont encore besoin d'avoir du papier et d'avoir un vrai support et surtout d'être rassurés en fait. Quelque part, le papier rassure parce que les journalistes ont mis du temps à écrire, à travailler, à rechercher. Le côté web, il y a quand même une rapidité qui peut permettre d'avoir un doute sur l'information. Et ça pose le problème, mais c'est un autre débat, qui gagne de l'argent sur Internet avec l'info. C'est Facebook. Voilà. À part Facebook, oui. C'est très très limite. C'est soit des marques qui existent comme Le Parisien ou Parisien.fr ou TF1, LCI ou BFM, etc. parce qu'ils sont supportés par un autre média. Mais sinon, seul, il n'y en a pas beaucoup. Twitter, malgré son aura mondiale, n'est toujours pas bénéficiaire, n'a toujours pas gagné un centime. Voilà. Et il va peut-être plus exister dans quelques temps. Donc vous voyez, les modèles économiques, on est toujours en train de les chercher là-dessus. Et puis pour répondre à votre question, pour Europe 1, ils viennent de fermer le lab, qui était le truc qui était l'un des plus importants, qui là pour le coup était suivi au niveau politique, parce que c'était vraiment un laboratoire, tout ça. Vous voyez, le modèle économique, croît. Et, vous voyez, donc c'est très très compliqué l'équilibre. Nous, on fait le grand écart non, mais l'information tous les jours. L'information peut-elle être gratuite? Oui, en gros, c'est ça. C'est toujours la même question. C'est la bonne question qui fait le début et la fin. Bon mot de la fin. Sujet pour un prochain débat. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fête à tous. Et en sortant, n'oubliez pas de rendre vos badges.